Le Big Bang, c'est-à-dire ce changement radical de conception sur l'histoire même de l'univers, sa structure, etc., a une assise théorique qui est une théorie de la gravitation relativiste, donc la relativité générale. Donc, en ce sens, Einstein est quelque part le père fondateur théoricien des modèles de Big Bang, même si au début lui-même n'y a pas vraiment adhéré. L'idée de base de la relativité générale consiste à considérer que l'espace-temps élastique gravé par les masses, à partir du moment où cet espace-temps est rempli de façon homogène par des masses distribuées un peu partout dans l'univers, comme les galaxies par exemple, eh bien cet espace-temps acquiert une véritable dynamique. Il ne reste pas statique, comme on l'avait cru pendant longtemps, éternel en quelque sorte. Il acquiert notamment une faculté naturelle à se dilater ou éventuellement à se contracter selon les configurations. À partir de là, tout change. Il y a une véritable historicité dans l'univers. Et s'il y a, par exemple, expansion, dilatation naturelle du tissu spatial prévu par la théorie de la relativité générale, eh bien, dès lors, il est normal d'envisager un début de cette expansion que l'on va appeler plus tard le Big Bang. Alors, l'astrophysique stellaire, celle qui s'occupe d'essayer de comprendre le fonctionnement des étoiles, repose essentiellement sur la relativité restreinte, le E égale mc2, puisqu'on s'est aperçu dans les années 1930, grâce au développement de la physique nucléaire, que les étoiles libèrent de l'énergie en leur centre en convertissant une partie de leur masse, essentiellement de l'hydrogène, en énergie, selon donc le E égale mc2, mais avec un facteur de conversion, c'est-à-dire devant le E égale mc2, il y a un rendement qui est extrêmement faible, mais malgré tout, ça suffit pour alimenter en énergie les étoiles. Donc, toute notre compréhension aujourd'hui de l'évolution stellaire repose sur cette idée d'une possibilité de convertir de la masse en énergie à travers des réactions de physique nucléaire, qui sont certes peu efficaces, mais malgré tout génèrent beaucoup d'énergie. La genèse de l'idée de Big Bang est une histoire assez compliquée et fascinante parce que ça montre un petit peu également la façon de fonctionner des grands esprits. Einstein, lorsqu'il a voulu pour la première fois utiliser cette théorie, c'était en 1917, de la relativité générale, pour faire un modèle d'univers dans son ensemble, eh bien, il a rajouté un terme supplémentaire pour forcer ses équations à conserver l'idée d'un univers éternel et statique qui ne change pas au cours du temps. Il avait donc quelque part un présupposé métaphysique. C'est un mathématicien russe qui faisait aussi de la météorologie, qui avait étudié tout seul la relativité générale sans jamais sortir de son pays, bien entendu. Il vivait à Saint-Pétersbourg, un autodidacte, qui en 1922 publie un article extraordinaire dans lequel il reprend les équations de la relativité. Il n'a pas besoin d'introduire un terme supplémentaire arbitraire et il montre que naturellement la relativité prédit un univers dynamique, ce qu'on appellera plus tard les modèles du Big Bang, c'est-à-dire soit des modèles d'univers dans lesquels l'espace est éternellement en expansion, ou au contraire un modèle d'univers par exemple où l'espace est d'abord en expansion puis il rentre en contraction, donc un modèle d'univers avec une sorte de début du temps, une sorte de création du monde et puis une fin du temps. Et c'est justement ces notions de création du monde, entre guillemets, qui vont heurter considérablement les conceptions de la plupart des physiciens de l'époque. Non seulement Einstein, le père qui a permis tout ça, le père de la théorie qui a permis ça, mais d'autres très grands physiciens, comme par exemple Arthur Eddington, qui ont dit non, cette idée de création du monde est totalement répugnante pour le physicien, parce que ça rappelle trop les récits de la Genèse, les récits religieux, alors qu'en fait, il n'y a évidemment aucun rapport. Donc, par exemple, à ces articles fondamentaux de Friedman, qui restent des articles théoriques non étayés par aucune observation astronomique, qui n'était pas disponible à cette époque, Einstein commence par réagir en écrivant un petit article disant « Monsieur Friedman s'est trompé dans ses équations ». Et un mois plus tard, ayant reçu une lettre de Friedman, Einstein comprend qu'il s'est trompé lui-même. Et il a l'honnêteté de corriger « Non, contrairement à ce que j'écris, M. Friedman ne s'est pas trompé et apparemment, ma théorie de la relativité générale admet la possibilité d'univers dynamique en expansion, mais personnellement, je n'y crois pas vraiment. » Phrase entre parenthèses qu'il a supprimée du manuscrit final. C'était dans le manuscrit initial, ça a été supprimé de la publication.
La même histoire a recommencé quelques années plus tard, et là ça devient encore plus intéressant, avec Georges Lemaître, un génial physicien belge qui en plus était abbé, ce qui lui a posé quelques problèmes justement pour la crédibilité vis-à-vis de la communauté scientifique. Georges Lemaître reprend tout ça, reprend tous ses travaux, mais surtout il fait le lien avec des observations astronomiques qui sont faites aux États-Unis. Aux États-Unis, les astronomes sont équipés de super télescopes que l'on n'a pas en Europe, et des astronomes, et notamment le célèbre Edwin Hubble, commencent à s'apercevoir que les galaxies lointaines ont une tendance apparemment à s'éloigner de nous. Comment interpréter cela? Est-ce qu'on est au centre de l'univers, toutes des galaxies qui partent dans tous les sens? Ça n'a vraiment pas de sens. C'est le maître qui comprend que c'est la relativité générale qui nous dit que l'espace est en expansion naturellement, en chacun de ces points. Donc, en quelques points de l'espace où on se trouve, si on regarde les galaxies autour de nous, on les voit filer dans tous les sens, parce que ce n'est pas la galaxie qui bouge, c'est le tissu de l'espace qui se dilate. Et donc, il retrouve les modèles de Big Bang qu'avait découvert Friedman, et il les développe encore davantage, et surtout, il commence à développer l'idée d'une genèse de l'espace, du temps et de la matière, dans ce qu'il a appelé au début l'atome primitif. C'est-à-dire pour lui une configuration première d'un univers extrêmement chaud, extrêmement concentré, extrêmement dense, qui après va en quelque sorte éclater, une sorte de feu d'artifice, et donner naissance aux premières particules, puis après aux étoiles, aux galaxies. C'est vraiment la préfiguration de ce qui sera plus tard le modèle de Big Bang. Et là, Einstein est encore plus sévère avec Georges Lemaître qu'il l'avait été avec Friedman. De toute façon, Friedman est mort prématurément en 1925. Einstein dit à Lemaître, vous êtes excellent mathématicien, mais un exécrable physicien. Et Einstein a mis des années à reconnaître qu'en fait il s'était trompé en cosmologie, et en fait il a même dit à un moment qu'il avait commis la plus grande erreur de sa vie lorsqu'en 1917 il avait introduit ce terme superflu dans ses équations pour forcer l'univers à rester statique. Et lorsqu'il a dû admettre que l'univers était réellement dynamique en expansion, non seulement à cause du travail de Lemaître, mais surtout des observations astronomiques qui prouvaient la plausibilité de ce modèle, il a carrément abandonné la cosmologie. Il n'en a plus fait et il n'en a plus parlé. Si on veut recréer ce qui se passe au centre du Soleil, par exemple, les températures sont de l'ordre de 15 millions de degrés. Maintenant, si on s'intéresse à des événements plus énergétiques, et notamment les premiers instants de l'univers, les quelques fractions de seconde qui ont suivi le Big Bang, là les énergies sont énormément plus élevées. Et cette fois-ci, pour recréer ces conditions de température et d'énergie, des milliards de degrés, etc., il n'y a plus que les accélérateurs de particules. Ceux, par exemple, qui sont utilisés dans les grands synchrotrons, les collisionneurs de particules au CERN, où l'on fait rentrer finalement en collision des faisceaux de particules à des vitesses très proches de la vitesse de la lumière, donc des énergies de mouvement extrêmement grandes. Et lorsque ces particules rentrent en collision, il y a des gerbes de nouvelles particules qui paraissent à très très haute énergie et qui, d'une certaine façon, reconstituent, une sorte de microcosme, un mini Big Bang, c'est-à-dire recréer des conditions pendant quelques fractions de seconde que l'univers lui-même a dû connaître dans ses premiers instants. Les expériences de physique des hautes énergies, qui sont faites dans les accélérateurs de particules, permettent quelque part donc de reconstituer des événements que seul l'univers très primitif, c'est-à-dire quelques fractions de seconde après le Big Bang, a pu connaître. Donc en comparant simplement les prédictions des modèles de Big Bang à haute énergie et les résultats expérimentaux obtenus dans ces accélérateurs, on peut réellement vérifier si la théorie est bonne. Voilà. Donc pour l'instant, ça fonctionne très bien. Les conditions qui ont été recréées en accélérateur de particules permettent de dire avec un bon degré de crédibilité que le modèle de Big Bang prédit correctement l'histoire de l'univers à partir du premier millième de milliardième de seconde. Alors on peut rêver de faire mieux, pas beaucoup mieux parce qu'on est limité là dans un problème de technologie. Pour aller réellement beaucoup plus haut en énergie, il faudrait fabriquer des accélérateurs de particules aussi grands que la galaxie, ce qui est évidemment totalement impensable. Donc actuellement, on fait un accélérateur de particules assez impressionnant au CERN, qui s'appelle le LHC, le Large Hadron Collider, qui va rentrer en opération en 2006, qui permettra de reconstituer des énergies 100 fois supérieures à celles précédemment réalisées dans les accélérateurs de génération juste avant, et qui donc vont permettre d'affiner un petit peu mieux cette physique des hautes énergies
énergie et à nouveau reconstituer les conditions de ce plasma extrêmement chaud, extrêmement dense qu'a été l'univers dans ses premières fractions de seconde. Et le Big Bang raconte une sorte de fresque chronologique très bien cadrée, avec des chiffres extrêmement précis, toute cette genèse progressive de structure à partir d'un état initial incroyablement chaud, incroyablement dense. Il faut bien se rendre compte que, par exemple, pendant ces 400 000 premières années d'existence, l'univers était un plasma, c'est-à-dire un mélange de gaz, particules, à très haute énergie et de rayonnement, couplés ensemble, si dense et si chaud que ce gaz était opaque, l'univers était opaque et la lumière était restée piégée dans la matière. Donc cet univers-là, on ne peut même pas le voir aujourd'hui par le télescope. L'univers n'est devenu transparent dans l'observation astronomique qu'au bout de 400 000 ans. Mais malgré tout, on peut quand même reconstituer cet univers jeune, avant 400 000 ans, justement par des expériences en accélérateur de particules et non plus par l'observation astronomique directe. Il y a une image vulgarisée du Big Bang qui est très souvent utilisée, qui me gêne profondément parce que c'est une image totalement fausse. C'est celle en fait d'une sorte d'explosion qui aurait lieu quelque part, à un certain endroit localisé, et donc une sorte de bulle de matière qui gonflerait, comme un ballon. Le problème, c'est qu'un ballon, il gonfle dans quelque chose, dans un univers préexistant. Le Big Bang, c'est pas ça. Il n'y a pas d'univers qui préexiste au Big Bang. Et en plus, il n'y a pas d'extérieur à l'univers. L'univers, par définition, c'est l'ensemble de tous les points de l'espace. Donc il ne peut pas y avoir d'en dehors de l'univers, c'est une absurdité. Alors, c'est vrai que c'est un peu difficile à concevoir quand on n'est pas habitué à penser aux géométries non euclidiennes, c'est-à-dire par exemple à un espace qui peut être fini, mais qui n'a pas de frontières et pas de bords. Donc il n'y a pas d'au-delà. Malgré tout, il est très plausible et très probable, d'ailleurs, selon les dernières données, que notre espace réel, ce soit un espace fini, qui n'a pas de bords, pas de frontières, qui se dilate éternellement, sans avoir absolument d'extérieur. Il se dilate en soi-même, et cela, en fait, ne pose pas de problème. Essentiellement, c'est effectivement le rayonnement électromagnétique, la lumière en particulier, qui nous permet de reconstituer l'histoire de l'univers, et notamment le jaillissement de la lumière, le fiat lux. Mais dans le modèle de Big Bang, ce fiat lux, c'est au bout de 400 000 ans, et non pas au temps zéro, nous donne aujourd'hui une carte de ce qu'on appelle le rayonnement fossile. C'est le vestige lumineux refroidi de ce Big Bang. On capte aujourd'hui ce rayonnement dans toutes les directions du ciel avec une précision extraordinaire, grâce à des télescopes extrêmement sophistiqués. On fait cette carte, on décode la carte. On s'aperçoit que l'univers, pendant 400 000 ans, il a vibré un petit peu comme un instrument de musique. Il y a des grains de lumière qui ressemblent un peu aux harmoniques fondamentales d'un instrument de musique. On décode les harmoniques et on remonte aux propriétés de l'univers, et notamment depuis 400 000 ans après le Big Bang jusqu'à 14 milliards d'années après, qui est aujourd'hui. Et à partir de là, on a un scénario fascinant. Il est fascinant parce qu'il marche, quand on compare la théorie et les observations, qui raconte la genèse de toutes les structures. C'est-à-dire à partir, par exemple, de ces infimes grains de lumière du rayonnement fossile, on sait que les premières galaxies se sont formées, amas de galaxies, les étoiles, puis les planètes. Et comme ça, on a toute la génération des structures astronomiques qui découle de ce fiat lux, non pas tout à fait initial. Et après, les physiciens vont chercher les conditions qui ont présidé aux fluctuations encore plus primordiales que les grains de lumière dont je vous parlais. Et celles-là ne se trouvent que dans l'esprit des physiciens théoriciens et dans les équations de la physique quantique associées à la relativité générale. L'astrophysicien, et encore davantage le cosmologue, par rapport à l'astrophysicien, va s'intéresser à des échelles de temps et d'espace encore plus grandes, est nécessairement un archéologue, puisqu'en fait il analyse essentiellement ces données à travers la réception des rayonnements électromagnétiques de la lumière. Or, on sait, depuis de très célèbres expériences qui ont été réalisées ici à l'Observatoire de Paris à la fin du XVIIe siècle par un astronome danois invité à Paris par Cassini, qui s'appelait Olaus Romer, on sait que la vitesse de la lumière est finie et on connaît sa valeur. Donc cette expérience capitale dans l'histoire de la physique et de l'astronomie a été réalisée ici à Paris. Donc 300 000 km par seconde à notre échelle humaine, c'est extraordinairement rapide. D'où les télécommunications, Internet, l'informatique, etc. À l'échelle de l'univers, c'est une vitesse d'escargot, car l'univers est tellement vaste qu'il faut des années pour que la lumière aille entre deux étoiles, des millions d'années pour que la lumière aille entre deux galaxies, et des milliards d'années pour que la lumière
parcourt une fraction significative de la totalité de l'espace observable. Donc, on fait de l'archéologie. Quand on observe une galaxie qui a des milliards d'années-lumière, on voit un univers, en fait, tel qu'il était il y a des milliards d'années. Donc, un énorme décalage par rapport à l'univers tel qu'il est aujourd'hui. Et tout ce travail passionnant d'archéologie permet de reconstituer justement la fresque générale de l'histoire de l'univers. Les premières versions, c'est-à-dire les premières modélisations physiques des trous noirs et du Big Bang, sont entièrement contenues dans la relativité générale. Mais justement, l'une des raisons pour lesquelles on peut être réticent envers ces modèles, c'est que dès qu'on les pousse dans leurs conséquences logiques, ils aboutissent quelque part à la mise en faillite de la théorie qui les a engendrés. C'est-à-dire, la mise en faillite, ça veut dire l'apparition de ce qu'on appelle des singularités, c'est-à-dire des moments où, par exemple, l'espace devient infiniment concentré, où l'énergie devient infinie, etc. C'est-à-dire toutes les quantités physiques divergent, et donc le physicien ne peut pas admettre ça. Alors le Big Bang, c'est ça. Si on extrapole en arrière le film de l'expansion, on aboutit à l'idée d'un début de l'expansion, c'est-à-dire l'univers indéfiniment concentré en un point de volume nul. C'est une absurdité physique. Ça veut dire que donc la relativité générale permet de faire un progrès fondamental par rapport à la vision précédente, avec ce modèle d'univers dynamique, mais si on la pousse, si on l'extrapole jusqu'au bout, on tombe sur cette absurdité. Pareil avec le trou noir, où cette fois-ci l'absurdité elle est plutôt dans le futur de la matière, puisque c'est la matière qui dans le futur va s'engouffrer à un point éventuellement de volume nul. Et donc en fait, pour essayer de résoudre ces imperfections de la relativité générale qui prédit des singularités, il faut introduire l'autre pilier de base de la physique, qui est la physique quantique. Et lorsqu'on commence à introduire, à tenter de marier la gravité et la physique quantique, eh bien on essaie de supprimer les singularités et on rend davantage cohérentes ces théories sur ce qui se passe au fond d'un trou noir ou ce qui s'est réellement passé au moment de la genèse de l'espace, du temps et de la matière, c'est-à-dire au moment du Big Bang. Et il s'agit là donc du grand défi de la physique du XXIe siècle, c'est-à-dire ce mariage hypothétique encore, parce qu'il y a beaucoup de travaux en cours, mais aucun n'a réellement abouti, ce mariage hypothétique entre une théorie de la gravité, la relativité générale, et les phénomènes de la physique quantique. Ces théories sont très difficiles à marier parce que d'une part, la relativité générale, c'est une théorie essentiellement géométrique. On explique la gravité par la courbure de l'espace-temps. Donc on change la forme du substrat, le substrat même, l'espace-temps est malléable, élastique, etc. La physique quantique, c'est tout à fait différent. La physique quantique, elle fonctionne sur un substrat, espace-temps statique, figé, et c'est simplement après, la révolution se fait dans autre chose, c'est-à-dire dans la description des interactions des particules elles-mêmes. Donc on a deux conceptions opposées qui marchent chacune extraordinairement bien dans leur domaine, infiniment petit pour la physique quantique, gravité infiniment grand pour la relativité, et dès qu'on arrive, on essaie de les marier, alors il faut les marier dans la vie de tous les jours, on n'a pas besoin de le faire, les domaines sont distincts, infiniment petit, infiniment grand, sauf fond des trous noirs, début de l'univers, où là les deux sont associés. C'est donc pour résoudre ces problèmes que l'on doit concevoir ces théories de la gravitation quantique. Grand enjeu donc de la physique du XXIe siècle, avec des pistes tout au plus fascinantes les unes que les autres qui sont suivies, théorie des boucles, théorie des supercordes, qui font exploser le cadre même encore de la relativité de la physique quantique, puisque dans certains modèles, on est par exemple obligé d'inventer, d'ajouter des dimensions supplémentaires à l'espace. On ne peut pas faire marcher ces théories d'unification à 3 dimensions d'espace, une dimension du temps. Il faut par exemple 10 dimensions d'espace. L'un des phénomènes spécifiques à la relativité générale, donc prédit par Einstein, c'est l'existence de vibrations de l'espace-temps, qu'on appelle des ondes gravitationnelles. Je rappelle, la relativité générale, c'est une masse engendre la courbure. Et si cette masse bouge, eh bien un peu comme quand on agite un bâton dans l'eau, il y a des ondes circulaires qui sont produites, des ondulations. Eh bien, lorsqu'une étoile se déplace dans l'univers, ou lorsqu'un trou noir se forme, lorsque des étoiles tournent l'une autour de l'autre, elles agitent, elles touillent en quelque sorte la texture même de l'espace-temps, et ces deux courbures, en se combinant, provoquent des ondulations de la courbure qui, elles, vont se propager à la vitesse de la lumière sous forme de ce qu'on appelle des ondes de gravitation. Elles transportent une information que ne transporte pas la lumière. Donc, pour l'astronome,
C'est un défi extraordinaire que de construire un télescope aux ondes gravitationnelles pour détecter ces ondulations, qui sont incroyablement faibles, donc un défi technologique absolument incroyable, qui est relevé. Et aujourd'hui, on commence à voir naître la première génération de détecteurs d'ondes gravitationnelles qui, pour l'instant, n'ont encore rien détecté parce que leur sensibilité n'est pas encore assez grande. Et d'autre part, pour détecter ces ondes gravitationnelles, on ne peut s'attacher qu'à des phénomènes extraordinairement violents, donc très rares, par exemple collision de deux trous noirs, explosion d'une supernova, c'est-à-dire d'une étoile massive, mais dans les parages du Soleil. Or, ce sont des événements extrêmement rares. Mais il faut bien se rendre compte que lorsque cette nouvelle astronomie gravitationnelle, et non plus une astronomie lumineuse, sera mise sur pied dans les décennies qui vont venir, on aura quelque part une faculté de pénétration dans les mystères de l'univers beaucoup plus grande que ce que nous permet simplement la lumière. Puisque, par exemple, je disais que l'univers était opaque au rayonnement pendant ces 400 000 premières années. En revanche, on peut en observer les vibrations gravitationnelles. De même, les trous noirs. Les trous noirs, par définition, ne laissent pas échapper la lumière, mais ils font vibrer l'espace. Donc, si on arrive à détecter les ondes gravitationnelles liées aux trous noirs, on cernera mieux les propriétés fascinantes de ces objets extraordinaires. Je pense que c'est vraiment l'un des buts les plus ambitieux de l'astronomie du XXIe siècle, mettre au point ces détecteurs d'ondes gravitationnelles.